Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le jeudi 12 octobre 2023, il est 18 h. C'est l'heure du journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Voici les titres que nous allons développer. Direction la gare d'arrivée du Nid d'Aigle qui fait sa mue pour débuter cette édition. Le site est actuellement en plein chantier car il fait l'objet d'importants travaux de restructuration et de modernisation. Les images dans ce journal. Et puis j'aurai le plaisir d'accueillir notre invitée du soir, Karine Zerbola, gérante de la buvette du marché à Annecy et la vice-présidente du GHR Annecy et environ, le groupement des hôtelleries et restaurants. Nous évoquerons avec elle les nombreux dossiers du secteur. Je vous lisais chaque année, l'historique tramway du Mont Blanc transporte des centaines de milliers de passagers. Et depuis cet été, le site du Nid d'Aigle fait l'objet de travaux d'envergure. La voie ferrée au niveau de la gare d'arrivée va être prolongée de près de 300 mètres pour une descente plus sécurisée. Le refuge, lui, devrait également être modernisé. Plus d'informations dans ce reportage signé Fanny Savard. Nous sommes à 2412 mètres d'altitude et les passagers du tramway du Mont Blanc ont laissé leur place aux pelleteuses et autres engins de chantier. Depuis plusieurs semaines, le site de la gare du Nid d'Aigle est en pleine restructuration et ces travaux d'aménagement du site sommital s'annoncent très ambitieux. Le principe des travaux, c'est de rendre plus accessible l'arrivée du tramway du Mont Blanc et de finir en fait ce qu'ont commencé les anciens au début du XXe siècle, puisque le tramway du Mont Blanc, il a commencé les travaux se sont interrompus, les 12 premiers kilomètres ont été faits entre 1900 et 1914, et puis malheureusement ont été interrompus par la guerre. Et depuis, en fait, il avait toujours été resté dans cette pente à 24%, qui était très problématique pour débarquer les gens, et en plus en termes de sécurité, on avait des problématiques parce qu'on a un talus très raide. Et donc l'idée, c'était de prolonger juste de 300 mètres pour arriver à plat et faire en sorte que cette zone-là, le débarquement des gens soit plus accessible et qu'on s'intègre le mieux possible dans l'environnement. Le chantier, qui se déroule en haute altitude, demande une logistique particulière. Il s'arrêtera dans quelques semaines pour laisser la place à l'hiver, avant de reprendre au printemps prochain. Pour l'instant, les travaux se concentrent sur l'édification des murs de terrassement. L'accent est également mis sur la question environnementale, avec un meilleur respect de la faune et de la flore durant les travaux et une fois le site ouvert au public. On monte aussi les réseaux de l'eau, de l'électricité, de la fibre optique, il faut de la modernité, mais on descend aussi les eaux usées, c'est-à-dire qu'on ne salit plus la montagne. On va être aussi beaucoup plus intelligent parce qu'il y a plein de chemins qui se sont faits dans la montagne au fil des années, c'est-à-dire qu'on piétine la flore, bon, elle s'en remet bien évidemment, on dérange la faune. Eh bien, ce qu'on a décidé avec la commune de Saint-Gervais, le département de la Haute-Savoie, les services de l'État, c'est d'en profiter pour supprimer un certain nombre de chemins qui ont été faits. Pour le département de la Haute-Savoie, unique financeur du projet, ces travaux s'inscrivent dans une logique à la fois touristique, environnementale, mais aussi historique. C'est un des plus beaux patrimoines des Hauts-Savoyards et du conseil départemental, puisque le train est propriété du conseil départemental de la Haute-Savoie. Il appartient aux Savoyards et il suffit de regarder derrière nous. C'est le plus haut train à crémaillère de France. C'est celui où on peut quasiment toucher de la main les glaciers. Avec le réchauffement climatique, ce sera un des derniers endroits en Europe occidentale où on pourra, personnes à mobilité réduite, handicap, personnes âgées, venir quasiment caresser les glaciers. Donc c'est un patrimoine inestimable. Cet aménagement de la gare d'arrivée du TMB au Nid d'Aigle est une étape supplémentaire dans la démarche de modernisation complète de l'infrastructure voulue par le conseil départemental et qui s'élève à 120 millions d'euros. Les travaux devraient s'achever à l'été 2025. En bref, comme chaque année à cette période, la Commission internationale de la pêche dans le Léman a rendu public ses chiffres pour l'année passée. Et avec 673 tonnes de poissons capturés, l'année 2022 présente un rendement en hausse de 34% par rapport à 2021. Comme toujours, la perche et la ferra sont les poissons les plus souvent pêchés, avec respectivement 438 et 170 tonnes. Arrive ensuite le brochet, l'omble chevalier et la truite. Pour rappel, la Commission internationale de la pêche dans le Léman rassemble le département de la Haute-Savoie ainsi que 3 cantons suisses, Vaud, Genève et Valais. Il est temps pour moi d'accueillir et saluer notre invitée du soir, Karine Zerbola. Bonsoir. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Donc vous êtes la vice-présidente du GHR Annecy et environ, GHR pour groupement des hôtelleries et restaurations. Avant toute chose, est-ce que vous pouvez nous présenter votre structure? Quelles en sont les missions et les vocations? Le GHR, c'est un syndicat patronal national qui a son président à Paris et ensuite qui a des ramifications dans différentes régions, départements et locales comme à Annecy. Alors, vous êtes bien connu sur le bassin annécien puisque vous êtes la gérante de la buvette du marché, une institution de la vieille ville d'Annecy. Quels sont aujourd'hui les principaux dossiers du GHR Annecy et environ? Alors,
le principal dossier, mais comme au niveau national, c'est défendre notre patrimoine à tous, à vous comme à moi, qui est l'art de vivre à la française. Donc ça, c'est ce qui nous anime, c'est vraiment notre vocation au syndicat. Et les principaux dossiers pour le local, pour Annecy, c'est défendre déjà chaque adhérent. C'est aussi défendre la gestion et la réduction des déchets. C'est un dossier qui nous anime depuis longtemps, puisqu'on avait mis en place la collecte des biodéchets avec l'agglo, où plusieurs centaines de tonnes par an sont transformées en chaleur et en électricité avec le méthaniseur de Gruffy, donc très ancré dans le local. C'est aussi l'emploi et la formation. Je pense que l'après-Covid, on a bien compris que les Français avaient envie d'équilibrer leur vie professionnelle et privée. Et pour cela, il faut que les chefs d'entreprise se forment. Pour ça, il y a un organisme au sein de notre syndicat qui s'appelle Fagit Formation, et qui permet de financer à 100% des formations pour les salariés, mais aussi pour les chefs d'entreprise. Et puis aussi, le syndicat local, c'est être ancré avec toutes les manifestations qui se passent à Annecy, comme la descente des alpages. On va y revenir. Vous avez évoqué la question environnementale, écologique, qui font donc partie de vos priorités. C'est facile à mettre en œuvre. Il y a encore un petit peu de travail à faire pour que ça rentre dans les mœurs. Vous savez, maintenant, voilà, on sait qu'on ne peut pas faire sans. Ah non, on sait qu'on ne peut pas faire sans, et je crois que le syndicat, justement, a cette mission de rendre les entreprises plus vertueuses. Et en plus, on a un rôle de pédagogie auprès des équipes de travail, mais aussi de notre clientèle. Et justement, on est un vrai vecteur de pouvoir progresser et de laisser demain à nos enfants et à nos petits-enfants une terre plus saine. Dans les méthodes de management, l'idée, c'est de changer les mentalités aussi? Ah oui, totalement. Je crois que l'hôtellerie-restauration de nos grands-parents, c'est fini. Et il faut bien qu'on l'ait compris. D'ailleurs, on l'entend sur le terrain, les salariés. Et à juste titre, ils adorent ce métier, ils sont passionnés par ce métier, mais ils veulent des conditions respectueuses de leur vie privée également. Donc oui, et en cela, ça aide les formations de comprendre ce que les jeunes d'aujourd'hui attendent de notre profession et d'amener des conditions de travail tout à fait parfaites. Alors, on est dans une période extrêmement propice aux événements en extérieur. Vous avez un petit peu cité. Donc, dernièrement, il y a eu le High Five, le Martin Fourcade Nordic Festival, ou encore une manifestation agricole sur le paquet. Ce week-end aura lieu le traditionnel Retour des Alpages, qui fête cette année ses 50 ans. Tous ces rendez-vous, ce sont des moments, vous les commerçants, ce sont des moments que vous appréhendez, que vous attendez avec impatience? Ah ben non, qu'on attend avec impatience, parce qu'avant d'être des acteurs économiques, on est aussi des habitants de notre ville, et on aime pouvoir être acteur du patrimoine de notre territoire. La descente des alpages, par exemple, c'est 300 repas que nos entreprises offrent aux bénévoles de la descente des alpages. Ce mois-ci, on va travailler pour le festival d'animation, mettre en place des structures pour pouvoir pérenniser ces animations. Donc non, on attend ça avec impatience. Là, en ce moment, on vit la Coupe du Monde de rugby, où on accueille les visiteurs du monde entier qu'on n'a pas l'habitude d'accueillir. L'hémisphère sud, par exemple, les Néo-Zèdes, les Australiens, les Sud-Africains. Donc non, on est très heureux d'accueillir toutes ces manifestations. On a beaucoup entendu parler au début de l'année d'un sujet assez clivant, le nouveau règlement des terrasses voulu par la ville d'Annecy. On en est où aujourd'hui, très concrètement? Alors, on a bien avancé. Alors, sans langue de bois, on a démarré ce dossier de façon très conflictuelle, parce qu'on avait une adjointe en mairie qui nous a imposé un nouveau règlement. Donc, on a pu, grâce à monsieur le maire, trouver de nouveaux interlocuteurs. On a bien avancé. Ça s'est arrêté au mois de juin, parce que nous, on avait notre saison d'été à travailler. Là, on reprend les discussions à l'automne, mais en entendant ce que les habitants veulent, ce que nous, acteurs économiques, on veut. Et on a vraiment face à nous une municipalité qui est à l'écoute bienveillante. On sait chaque été que le bassin annécien accueille de très nombreux vacanciers. On sait également que le Grand Annecy essaie de limiter comme il peut les locations saisonnières dans la vieille ville. Certains médias se sont fait écho d'un certain agacement des habitants face au phénomène de surtourisme. Vous les comprenez ? Alors, les habitants sont nos principaux clients, hein. Donc, les journalistes se font l'écho d'une représentativité d'habitants, ce qui n'est pas forcément la vraie représentativité. Ce qui n'est pas la majorité. Et je tiens à préciser quand même que nous, on est la conséquence de cette surfréquentation. On n'en est pas la cause. Et certainement qu'il faut réglementer. Et nous, notre syndicat, justement, est là pour accompagner les élus à trouver des solutions. Et je pense que les premiers à avoir vendu leur âme au diable sont quand même les habitants en mettant leurs appartements en Airbnb. Nous, on est uniquement la conséquence. Le secteur de la restauration et de l'hôtellerie est un des groupes
un des plus gros employeurs, si ce n'est le plus gros sur Annecy. Il continue de booster l'économie locale. Ce sont des signes d'optimisme pour la suite, malgré la crise actuelle et l'inflation qui touche les Français de plein fouet là. Quand on voit la fréquentation dans nos établissements, c'est bien le signe qu'on fait partie du patrimoine des Français et de la culture française. Maintenant, il faut quand même mettre un petit bémol. On a des charges qui ont explosé, les coûts matières, les charges d'énergie, les charges des salariés aussi, plus 14%, le coût matière plus 30%, énergie plus 200% pour certains. Donc, nul n'est prophète dans son village. Je pense qu'il y a un point de vigilance quand même à avoir. Si aujourd'hui l'hôtellerie-restauration représente 8% du PIB en France, il faut quand même avoir des points de vigilance. Une dernière question, Karine Zarbola. Nous sommes en octobre 2023. Dans quelle mesure le Covid est encore présent dans l'exercice de votre métier? Déjà, est-ce qu'il est encore présent et dans quelle mesure? Alors, présent, je pense qu'il est présent de façon positive, mais peut-être pas pour la raison pour laquelle vous pensez. Positive parce que ça nous a fait nous repenser notre profession. Et du coup, de plus écouter les salariés, de plus écouter peut-être les habitants aussi qui ont eu 2 ans de tranquillité absolue et qui maintenant veulent garder cette tranquillité. Et je pense que ça nous a permis de se repositionner sur le vivre ensemble. C'est ça la chose à garder de ce malheureux épisode? Oui, malheureux. On a su. En tout cas, sur le moment. Oui, sur le moment. Je pense que sur le moment, c'est très compliqué. On a eu peur. D'ailleurs, notre syndicat a mis en place, je ne sais pas si vous vous rappelez, les panneaux à vendre avec le numéro de l'Élysée qui a permis d'obtenir des subventions. Donc, en fait, plutôt positif. Alors, malheureusement, à part les nombreux décès qu'il y a pu y avoir, mais on a pu voir une vraie solidarité, une écoute de la part de nos élus et puis aussi une remise en question de notre profession. Merci infiniment, Karine Zarbola, d'avoir accepté notre invitation. Très bonne continuation et bon courage pour la suite, notamment pour ce week-end. Je pense que ça va être costaud. Merci. On termine ce journal avec une triste nouvelle qui risque bien de peiner bon nombre d'amateurs de sport extrême. Le freerider Christophe Henry, alias Toff, est décédé ce mercredi matin au Chili, dans la face nord-ouest du volcan Puntiagudo. Né à Chamonix, il était père d'un petit garçon et il avait 39 ans. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, des nouvelles du temps avec Thierry Paulme. Place ensuite à l'émission La Santé d'abord. Passez une très belle soirée. Retour de l'information sur nos antennes ce vendredi à 18h avec le dernier journal de la semaine sur 8 Mont Blanc.